nombreux. Alors, pour le module GL3, donc ça va être le module concernant les tests logiciels. On va principalement discuter les tests unitaires dans ce module. On verra après ce que ça veut dire. Je ne sais pas, est-ce que je devrais débriefer le S1 avant de passer au S2? J'ai pas terminé les corrections, mais c'est pas terrible, hein. Ça fait des années que je fais ce module. C'est vraiment pas terrible. Je sais pas ce que c'est dû à l'absentéisme, je sais pas. En tous les cas, si vous avez vos camarades qui n'assistent pas, vous pouvez les sensibiliser sur leur présence parce que d'habitude, je me remets en question, je me dis peut-être que j'ai mal fait Mais là, ça fait des années que je fais le module, je ne fais que m'améliorer dans ma façon de présenter le cours. Je pense que c'est plus un manque d'effort ou une mauvaise façon de travailler des étudiants que l'examen de TP, franchement, j'ai rien compris. Enfin, c'est pas j'ai rien compris. J'ai vu que vous, la plupart, la majorité, on va dire 90%, n'ont rien compris. Pourtant, il était très simple. C'est-à-dire, j'ai pas, comme l'examen, un exercice complexe où vous devez combiner des design patterns entre eux. C'était des exercices simples. Il est clair que chaque exercice contient un design pattern ou un principe solide qu'on peut facilement identifier. C'est des micro-exercices, des exercices de TD, pas des exercices d'examen. Et là, alors, je vous préviens, parce que je n'ai pas encore entamé la correction des devoirs de TP, si je vois que tous vos devoirs sont corrects, je ne vais pas les comptabiliser. Ça veut dire que ce n'est pas votre travail. Parce que j'ai vu maintenant ce que vaut le travail de la... Je ne parle pas forcément des gens qui sont présents, hein. C'est-à-dire, je sais que la séance va être enregistrée, les gens qui vont réviser, s'ils révisent avec, ils pourront avoir mon feedback sur ça. On ne voit pas vous recruter plus tard pour poser des questions à ChatGPT ou à DeepSeek maintenant, puisqu'il a détrôné. On attend de vous que vous réfléchissiez. C'est la seule façon. Je ne sais pas dans combien de temps l'IA va nous submerger, c'est-à-dire dans le travail, nous remplacer. Déjà, les grandes entreprises de développement annoncent déjà des licenciements de développeurs parce qu'ils n'ont plus besoin de développeurs. C'est l'IA qui commence à remplacer les développeurs. Donc, il faudra voir quelle est la valeur ajoutée que vous pourriez apporter par rapport à l'IA pour qu'on accepte de vous recruter. Et pour ça, un minimum qu'on attend de vous, c'est de pouvoir réfléchir. Voilà. Donc, je clôture le S1 et on passe au S2. Donc, le module s'appelle les tests logiciels. D'après vous, pourquoi ce module? Pourquoi on a un module qui s'appelle les tests logiciels? Pourquoi on vous enseigne quelque chose lié au test logiciel? Alors, une réponse? Allô? Vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Alors, d'après vous, pourquoi on a un module? On s'est posé la même question en GL2. Pourquoi on a ce module GL2 maintenant? Pourquoi on a pris la peine de créer un module qui s'appelle les tests logiciels? Pourquoi on a besoin de vous enseigner quelque chose qui est lié aux tests logiciels? Vous pouvez désactiver votre microphone ou répondre sur le chat, hein.
idée? Pour corriger les erreurs de logiciel. Pardon? Pour corriger les erreurs de logiciel. Oui, oui, principalement parce que je rappelle que le génie logiciel, si vous revenez au module GL1, le software engineering ou génie logiciel, il est venu après la crise du logiciel où on dépensait beaucoup d'argent sur des logiciels et qui finalement ne répondaient pas aux besoins du client, qui finalement coûtaient très cher, contenaient beaucoup de défauts qu'il fallait corriger, ça coûtait de l'argent. Donc, on s'est dit, on ne peut plus travailler de façon intuitive pour construire des logiciels, il faut utiliser une méthodologie, d'où le software engineering. Maintenant, ces méthodologies, l'objectif principal, si vous vous rappelez en GL1, c'était de satisfaire le client, c'est-à-dire il faudrait développer des solutions logicielles qui répondent aux besoins du client en respectant les délais et les coûts et les exigences de qualité. Donc, les exigences du client sont que mon logiciel doit répondre à mon cahier de charge, répondre à mes besoins. Ça, c'est du vérifier. Attendez, j'ai une proposition. Vérifier la conformité aux spécifications. Oui, oui, un des premiers objectifs, donc, quand on développe un logiciel, c'est de s'assurer que la solution logicielle qui a été développée vérifier si le programme fonctionne correctement et répond aux exigences définies. Exactement. Donc, on attend un client, quand vous allez lui déployer la solution que vous avez développée, il doit s'assurer que vous lui avez vendu correspond à ce qu'il a demandé. Donc, et là, il acceptera de vous payer. Sinon, il ne va pas vous payer. Donc, ce qui fait que avant qu'on déploie la solution chez le client, on doit nous-mêmes s'assurer qu'on a d'abord réellement répondu aux besoins du client, c'est-à-dire je reprends tous les besoins du client un par un et je m'assure que on les a pris en charge correctement, c'est-à-dire chaque besoin il y a une fonctionnalité qui a été implémentée et qui fonctionne exactement telle que décrite par le client. Ça, c'est le premier objectif de ces tests. Deuxième objectif, c'est de s'assurer que ces fonctionnalités, même si on a compris le process et on l'a implémenté correctement, qu'il donne des résultats corrects. C'est-à-dire, il ne va pas se planter en cours d'exécution et il va nous donner à la fin les résultats corrects. Donc, il y a principalement deux objectifs au test, qui au final permettent de s'assurer que le logiciel qui a été développé va répondre aux attentes du client. Donc, effectivement, c'est pour ça que les tests logiciels sont importants. Il est vrai que on met beaucoup, on devrait, pour les entreprises, mettre de l'argent dans ce qu'on appelle la prévention des défauts, c'est-à-dire en fermant nos éléments, en utilisant des méthodologies validées ou acceptées, en utilisant des normes, en utilisant les outils existants. Ça nous aide à éviter d'injecter des erreurs dans le logiciel. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes sujets. D'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises veulent nous remplacer parce qu'on est faillible. On peut se tromper, on peut oublier, on peut mal comprendre, on peut. Donc, même si on a mis les moyens en formation, en outils, en méthodologie, en métrique, etc., pour avoir des éléments performants qui travaillent sur des méthodologies avérées, avec des outils performants, on se rend compte que
avec tout ça, l'être humain peut faire des erreurs qui vont créer des défaillances, des défauts dans le code source, pas seulement dans le code source, dans la solution, je dirais, dans la solution, qui est déployée. Donc, c'est pour ça que avant, pas seulement, les tests ne sont pas seulement dans le développement du logiciel, hein. La plupart des process de fabrication, parce que finalement, le développement du logiciel, c'est la fabrication d'un produit. On peut comparer ça au fonctionnement d'une usine. Même dans les usines, quand ils fabriquent, ils ont des chaînes de production, ils fabriquent des produits, et ils vérifient le résultat du produit avant de le livrer au client. Donc, comment? Bon, on ne va pas rentrer dans les tests ou les contrôles qualité effectués dans les usines de fabrication de chaussures. On va s'intéresser aux contrôles qualité liés au développement, aux usines de développement de logiciels. Là, on va voir comment identifier les défauts, s'il y en a, comment les chercher, pour pouvoir déployer une solution, on va dire, qui contient le moins de défauts possible. Le zéro défaut, on ne sait pas encore, c'est pas qu'on ne sait pas, ça coûte très cher de le faire avec les tests logiciels. Donc, on va essayer de définir des tests. Et puis, une fois le logiciel déployé chez le client ne va pas vous croire sur parole quand vous déployez une solution qui répond à vos besoins et qui ne contient pas des défauts. De son côté aussi, il va faire des trucs pour s'assurer que ce que vous lui avez livré correspond à ce qu'il a demandé et que ça ne contient pas de défauts, ça donne des résultats corrects avant de décider de vous payer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a un module qui s'appelle les tests logiciels. On ne peut pas développer un logiciel sans passer, en tous les cas aujourd'hui, hein. Je ne sais pas après dans le futur, parce que je sais qu'il y a des travaux, par exemple, où on va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les défauts. Je ne sais pas où ça en est. Après ça, il faut faire des tests, que ce soit par des humains ou par des machines. On doit tester ou détecter les défauts. Alors, dans un monde où c'est encore nous qui faisons les tests, donc on va, dans ce module GL3, donc on aura 5 chapitres. Donc le premier chapitre qu'on fera aujourd'hui, donc ça va être introduction au test logiciel, c'est-à-dire c'est quoi un test, quels sont les types de tests qui existent, quand est-ce qu'on va appliquer les tests. Après, on va voir qu'il y a 2 types de tests, c'est les tests structurels, les tests structurels. London Ambulance System. Oui? Une question? Il y a un écho. Donc, ici, donc là, vous avez plusieurs, on va dire, catastrophes humaines. Il y a eu des décès, mais aussi financières, c'est-à-dire il y a eu des millions, des centaines de millions de dollars, perdus suite à une erreur de programmation. On avait perdu la sonde, je ne sais plus, parce qu'il y avait un problème entre les conversions en kilos et en pounds. Il y avait une erreur due à une virgule, parce que les anglo-saxons utilisent le point pour les décimales, les autres utilisent la virgule.
Donc, des petites erreurs, de programmation peuvent coûter des centaines de millions de dollars aux entreprises, aux utilisateurs, etc. Donc, ça, c'est pour justifier le test. Pourquoi il faut tester? On doit tester. Il ne suffit pas de développer une solution et de commencer à l'exploiter. On doit tester la solution et s'assurer qu'elle ne contient pas de défauts. Alors, maintenant, c'est bien de dire il faut tester, mais bon, est-ce que c'est facile de faire les tests? On peut faire des tests, tous les tests possibles. On va voir que, d'abord, les tests, tester du code source prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire, dans les entreprises qui développent du logiciel, elles vendent du temps. Donc, plus je passerai du temps à faire les tests, plus le prix de mon logiciel va être important et je risque d'être plus cher que ma concurrence. Donc, la problématique, c'est que oui, il faut tester, mais comment? Comment on va tester? Est-ce que c'est facile de tester? Donc, vous avez ici la première problématique du test. On vous dit, on a une spécification qui dit un programme prend en entrée. Ça, c'est un exemple de spécification. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un logiciel, mais juste d'une fonction qui devra être implémentée. Donc, on vous dit un programme prend en entrée 3 entiers. Ces 3 entiers sont interprétés comme représentant les longueurs des côtés d'un triangle. Le programme rend un résultat précisant s'il s'agit d'un triangle scalène, isocèle ou équilatéral. Et on vous demande de produire une suite de cas de test pour ce programme. C'est-à-dire, si je vous dis écrivez un programme qui prend 3 entiers en entrée et qui en sortie me dit est-ce que les 3 entrées vont correspondre aux longueurs des 3 côtés d'un triangle. Donc, et on vous demande en sortie de spécifier le type. Est-ce que c'est un triangle scalène, isocèle ou équilatéral? Bien sûr, ça suppose que on aura la définition de scalène, isocèle et équilatéral et on saura comment calculer ça mathématiquement. On a développé la fonction qui nous retourne le type d'un triangle. Maintenant, quelles sont les valeurs en entrée que vous allez, puisque vous avez 3 entrées en entier, quelles sont les valeurs que vous allez injecter pour tester votre solution? Sur quelle base vous allez choisir ces valeurs? Comment vous faites, par exemple, quand vous avez un TP? Je pense qu'avant de m'envoyer vos TP, bon, je ne parle pas des TP que vous avez copiés ou des TP que ChatGPT a fait. Hein. Je parle des TP que vous avez vous-même préparés. Donc, comment vous faites? J'espère que vous les testez avant de les envoyer à vos enseignants pour vérifier que ça marche. Comment vous faites? Comment vous choisissez les données en entrée pour les tester? Sur quelle base vous choisissez vos données en entrée? Combien de jeux de test vous utilisez? Selon le type, ok? Disons, alors pour cet exercice, pour cette spécification, oui, d'accord, d'après les besoins. Alors pour cette spécification, exactement cette spécification, vous avez 3 entiers en entrée et en sortie. J'ai un triangle, j'ai un retour qui me spécifie triangle scalène, isocèle ou équilatéral. Combien de tests ou quelles sont les données de test que vous allez appliquer pour vérifier que votre programme est correct? Quelles sont les valeurs que vous allez utiliser? Alors, quelles sont les valeurs que vous allez utiliser? Vous pouvez utiliser 1, 1, 0. Vous pouvez utiliser 2, 4, 5. Vous pouvez utiliser... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Je teste un test simple. Après, je teste avec une donnée qui va me donner une erreur. Très bien.
D'accord. Mais le problème, c'est ce choix des valeurs, parce que j'ai entier, entier, entier. Les valeurs possibles pour un entier sont infinies. Les valeurs donc possibles pour les données de test où je vais avoir 3 entiers sont infini fois l'infini fois l'infini. Donc, ça nous donne l'infini. Donc, le nombre de jeux de test est infini. C'est-à-dire, si je devais m'assurer que tous les cas possibles fonctionnent pour dire c'est bon, mon programme, il est correct parce que j'ai testé tous les cas possibles. Vous voyez bien que c'est impossible à faire. Donc, vous êtes obligé de prendre un ensemble de valeurs ou de données de test pour tester. Et là, vous ne pouvez pas garantir que vous avez testé tous les cas possibles. Et donc, vous ne pouvez pas garantir que votre programme est correct. Alors, si vous regardez ici, on a alors J.J. Meyers, dans son ouvrage appelé The Art of Software Testing en 79, il a dit que pour tester ce programme, il fallait définir 14 cas de test. Donc, pour tester cette petite fonction, de rien du tout, il fallait 14 cas de test. Imaginez un programme qui contient des centaines, voire des milliers de méthodes. Regardez le nombre de jeux de test qu'il faudrait tester pour garantir qu'un programme est correct. Déjà, donc il y a le problème du coût. Et pire encore, alors on vous dit, donc J.J. Meyers, dans son ouvrage, il vous dit, il y a 14 cas de test pour pouvoir dire que cette fonction est correcte. Le cas, donc je donne un cas où le triangle escalin valide. On vous dit 1, 2, 3 et 2, 5, 10 ne sont pas valides. Le cas où un équilatéral est valide, isocèle valide, et on vous dit 2, 2, 4 n'est pas valide. Cas isocèle valide avec 3 permutations. Cas avec une valeur à 0, cas avec une valeur négative, cas où la somme de 2 entrées est égale à la troisième entrée, cas pour le test 7 avec les 3 permutations, cas où la somme des 2 entrées est inférieure à la troisième entrée, cas 3 cas pour le test 9 avec les 3 permutations, cas avec les 3 entrées à 0, cas avec une entrée non entière, cas avec un nombre erroné de valeurs, exemple 2 entrées ou 4 au lieu de 3. Pour chaque cas de test, avez-vous défini le résultat attendu? Donc, il y a 14 jeux de test. C'est-à-dire, si je devais m'assurer que ma fonction est correcte pour cette fonction, il y a 14 cas de test. Malheureusement, on vous dit, alors chacun des 14 tests correspond à un défaut constaté dans des implémentations à cet exemple de triangle. La moyenne des résultats obtenus par un ensemble de développeurs expérimentés est 7,8 sur 14. Ça veut dire que même les développeurs expérimentés, quand ils ont commencé à définir des cas de test, oui, en plus, les tests ne sont pas toujours corrects, effectivement. C'est-à-dire, au-delà de la problématique que nos tests déjà il peut y avoir des erreurs dans nos tests, déjà, les cas de test, par exemple, pour cette fonction, il faut 14 cas de test qu'on vient de lister et qu'on doit tester. Et si tous sont OK, on peut dire notre fonction ne contient pas d'erreur. À peu près, alors on vous dit, sur un ensemble de développeurs expérimentés, on ne parle pas des débutants, les développeurs expérimentés, ils ont pu définir à peu près un peu plus de 50% de ces jeux de test. Ça veut dire que même un développeur expérimenté ne peut pas détecter tous les cas de test possibles pour tester une fonction. Donc, on vous dit la première problématique avec les tests, c'est que la conception de tests est une activité complexe, surtout sur des grandes applications, parce que on a pris une toute petite fonction, d'accord? Donc, sur laquelle il a été démontré qu'il faut 14 jeux de test, cas de test, et les plus expérimentés n'ont trouvé que
un peu plus de 50% de ces cas de test. Donc ça, c'est un premier problème lié au test. C'est que c'est difficile d'identifier les cas de test pour tester des fonctions ou tester un programme. Deuxième problème, c'est que beaucoup d'entreprises sous-estiment la difficulté liée au test. Donc, on vous dit un jeune diplômé sur 3 commence par faire du test. C'est-à-dire, on lui demande d'effectuer des tests. Il y a des tests de base, ils sont obligatoires. Est-ce qu'il y a des tests de base? On va voir les types de tests qui existent. Je ne sais pas après avoir parlé des types de tests qui existent, si j'ai pas répondu à votre question, vous me remettez votre question. Dans les tests, on a on verra après, il y a plusieurs types de tests. Je ne sais pas si le terme obligatoire pour vous rentre dans le cadre des tests peut-être unitaires. On verra après. 50% des startups échouent à cause du trop grand nombre de bugs. Donc, on a beaucoup de problèmes, surtout quand on n'est pas expérimenté. Regardez, les expérimentés, on peut trouver un peu plus de 50% des cas de test à tester. Alors, certainement, parce que les startups, généralement, il n'y a pas de gens expérimentés dans les startups, il y a généralement des jeunes diplômés ou même pas diplômés. Donc, les tests, ils n'ont pas assez d'expérience pour identifier les bons cas de test. C'est pour ça qu'on vous dit, le premier problème, c'est la mauvaise compagnie de test, dans le sens où on n'arrive pas à choisir ou à identifier les bons cas de test pour identifier les bugs, d'une part. D'autre part, le manque d'expérience. On a vu en GL2, on a parlé des design patterns, on a parlé des principes solides, etc., dont l'objectif était des conceptions facilement maintenables. Le manque d'expérience pourrait faire que nos conceptions ne sont pas facilement maintenables. Donc, elles coûtent beaucoup d'argent. La maintenance, c'est-à-dire, alors d'une part, on ne sait pas bien définir les tests, donc on laisse beaucoup de bugs on peut laisser beaucoup de bugs dans nos solutions. Deuxièmement, après, le coût de correction devient important parce que nos solutions ne sont pas facilement maintenables. Troisièmement, c'est la régression. Alors, c'est quoi la régression ou les problèmes de régression? C'est lorsque, par exemple, on va tester un code source, on va le stabiliser. Ce que j'appelle stabiliser, c'est-à-dire lever, identifier les défauts, éliminer les défauts, il fonctionne correctement. Et parce que on a dû revoir ce code source, c'est-à-dire le toucher, le modifier, soit parce que il y a une demande de modification, il y a une demande de changement dans le futur, etc. Donc, cette fonctionnalité ne fonctionne plus. Donc, c'est ce qu'on appelle une régression. D'ailleurs, on va voir dans les tests, parmi les types de tests, on a ce qu'on appelle les tests de régression pour vérifier s'il n'y a pas eu de régression après avoir touché ou corrigé du code source. Donc, première problématique des tests, c'est que c'est pas facile. C'est-à-dire, c'est pas intuitif, c'est pas facile, c'est difficile de trouver les bons cas de test. Donc, en plus, surtout quand les personnes impliquées dans les tests n'ont pas d'expérience. Deuxième problématique liée au test, c'est que plus on teste, plus on trouve de défauts. Mais plus on teste, plus ça coûte de l'argent. Donc les tests coûtent beaucoup d'argent. Ils coûtent, donc, parce qu'ils coûtent beaucoup d'efforts. Si je mets beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts dans mes tests, je vais être très cher et je risque d'être plus cher que mes concurrents. Donc la plupart, on ne peut pas par exemple réduire les coûts de développement parce qu'on doit développer les fonctionnalités. Donc beaucoup essaieront de réduire les coûts de test pour être compétitifs. Or, en réduisant les coûts de test, on va se retrouver avec des solutions
qui ne sont pas bien stabilisés, qui contiennent beaucoup de défauts. Donc, ce qui va faire qu'on va réduire la confiance que le client a dans nos produits. Il peut décider de ne plus travailler avec nous. Il va exiger la correction de tous ces bugs, donc ce qui va nous coûter encore plus d'argent. D'accord? Donc, si vous regardez, donc le coût de test, regardez ici. L'analyse des besoins, spécification, implémentation. La maintenance, on vous dit, elle peut aller jusqu'à 80% du coût global du développement. D'ailleurs, c'est pour ça que le génie logiciel, dans le génie, on a défini des pratiques telles que le software engineering, on a défini des normes, que ce soit pour le recueil des besoins, pour des standards. Les normes, c'est-à-dire des standards pour le développement de logiciels, pour la conception, pour l'analyse des besoins, pour le recueil des besoins, pour les tests, pour chaque étape, parce que on voudrait réduire le coût des corrections en réduisant le nombre de défauts injectés dans le logiciel. Mais l'utilisation aussi de ces normes coûte de l'argent. Donc, ça coûte de l'argent pour éviter qu'il y ait des défauts, ça coûte de l'argent pour identifier et corriger les défauts injectés. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est un aspect lié à la problématique des tests. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de tester. Donc, alors, maintenant, on parle de tester. C'est quoi tester un logiciel? D'abord, on va voir ce que c'est qu'un logiciel. On vous dit ce n'est pas seulement du code, mais des besoins, une gestion de projet, une spécification, une conception, du code source, un exécutable. Donc, on ne teste le logiciel, c'est tout ça. Donc, un logiciel, on a à partir d'un cahier de charge établi par le client, on a une phase de recueil des besoins, on a une phase d'analyse ou de spécification des besoins, on a une phase de conception, de codage, de test, déployer la solution. Ensuite, le client qui va tester lui-même aussi la solution pour s'assurer. Et on a pour ça des documents qui vont être générés, un document de recueil des besoins, un document de spécification ou d'analyse des besoins, un document de conception, un manuel d'utilisation, un plan de déploiement de la solution, un document de développement de la solution. Tout ça, c'est le logiciel. Quand je fais une offre à un client, je fais une offre pour tous ces livrables-là et non pas seulement pour l'exécutable du logiciel. Et donc, tout ça peut être sujet à erreur. C'est-à-dire que je peux faire une erreur lors du recueil des besoins, je peux faire une erreur lors de la spécification, lors de la conception, lors du codage, lors de l'exécution des tests. Donc, les erreurs peuvent être injectées, ou les défauts, pardon, peuvent être injectés tout le long du cycle de vie de développement du logiciel. Donc, le test, essayez pour voir si ça marche. C'est ça, tester. Donc, essayez, parce qu'il s'agit d'abord d'identifier ce qu'on doit tester, comment le tester, quand est-ce qu'on doit le tester, qu'est-ce qui nous permet de dire que le test est réussi ou pas. Donc, on vous dit, essayez pour voir si ça marche. Qu'y a-t-il à voir? Oui, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qu'on cherche? Comment le regarder? Après, qu'est-ce qui devrait marcher? Identifier une erreur, diagnostiquer une erreur, catégoriser une erreur. Quand j'ai un défaut, j'ai identifié un défaut. Donc, un défaut, ça veut dire que le test n'a pas fonctionné ou le test n'a pas donné les résultats attendus. Donc, je dois trouver, c'est-à-dire identifier une erreur, c'est-à-dire trouver où ça marche pas. Je dois revoir mon code source pour trouver où ça marche pas. Ensuite, je dois diagnostiquer pourquoi ça marche pas. Et ensuite, je dois catégoriser. C'est quoi catégoriser les erreurs? C'est déjà leur affecter une catégorie. Parce que généralement, quand je trouve beaucoup d'erreurs, il y a des erreurs qui sont
Vous m'entendez? D'accord, parce que j'ai eu une coupure Internet. Très bien. Donc, je disais, il faudra les catégoriser aussi. Donc, c'est quoi un test? Analyser, exécuter le programme dans le but. Analyser quand on a accès au code source. Exécuter quand on n'a pas accès au code source, on a juste l'exécutable. Dans le but de trouver des erreurs ou des défauts. Donc, un test logiciel permet aussi de vérifier s'il répond aux exigences des clients. Il y a deux objectifs au test. Le premier, c'est s'assurer que le logiciel répond aux exigences du client. C'est-à-dire que tous les besoins exprimés par le client ont été pris en charge par une fonctionnalité du logiciel. D'accord? Et que cette fonctionnalité reprend exactement le besoin exprimé tel qu'il a été exprimé. Donc ça, c'est un premier objectif. On peut dire que c'est un premier objectif fonctionnel, parce que il peut être aussi non fonctionnel, hein, parce que les exigences, on l'avait vu, ils peuvent être fonctionnels ou non fonctionnels. Après, deuxième objectif, c'est de s'assurer que chaque fonctionnalité s'exécute sans générer des défauts, quelles que soient les valeurs qu'on lui donne en test. C'est-à-dire qu'il va s'exécuter pour tous les cas de test possibles, pour tous les cas d'utilisation possibles. Alors, j'ai ici un ensemble de définitions. Donc, tester un logiciel consiste à l'exécuter en ayant la totale maîtrise des données qui lui sont fournies en entrée. C'est-à-dire que, pourquoi on vous dit totale maîtrise des données? C'est-à-dire que le nombre de jeux de test en entrée, on a vu qu'il pouvait être infini. Alors, on doit avoir des méthodes ou des techniques qui nous permettront de cet infini de cas de test, de choisir des cas de test pertinents qui peuvent nous aider à trouver des défauts. L'objectif des tests n'est pas de prouver que votre logiciel est correct. L'objectif des tests est de trouver des défauts. Donc, je vais essayer de proposer des cas de test qui devraient, s'il y a un défaut, l'identifier ou le montrer. Tout en vérifiant que son comportement est celui attendu. Donc, lorsque je teste, je teste un programme. Je ne peux pas tester tout le programme à la fois. Je teste le programme fonction par fonction ou classe par classe. On verra après les types de tests qui existent. En tous les cas, portion par portion. Et pour chaque portion qu'on va tester, on doit connaître le résultat attendu. Comment on fait le choix de ces valeurs? On verra quelques techniques dans les chapitres qui vont venir. On verra quelques techniques qui vont nous permettre de choisir ces valeurs. Donc, je disais, en vérifiant que son comportement est celui attendu. On va voir que l'exécution du test, ça va être, première chose, identifier les cas de test, les jeux de test, qui devraient nous aider à trouver des défauts. Ensuite, exécuter le programme avec ces jeux de test, sachant que pour ces jeux de test, on doit connaître le résultat attendu. Et on compare le résultat obtenu avec le résultat attendu. S'ils sont identiques, on ne peut rien dire, parce que ça ne veut pas dire que notre programme est correct, parce que pour pouvoir dire que notre programme est correct, il faut faire tous les cas possibles. Mais si on trouve que le résultat attendu est différent du résultat prévu, là, on peut dire qu'il y a un défaut, il faudra le corriger. Donc, le test est l'exécution ou l'évaluation d'un système ou d'un composant par des moyens automatiques ou manuels pour vérifier qu'il répond à ces spécifications, identifier les différences entre les résultats attendus et les résultats obtenus. Alors, vous voyez bien, les tests, on peut les faire de manière manuelle ou automatique. Donc, automatique, vous allez voir ça. Normalement, ça fait partie de ce module. C'est ce que vous allez voir en TP. Donc, en TP. C'est pas moi qui vais faire les TP.
Euh, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour le module parce que on va pas travailler comme pour le S1 et je vais plus faire ça, c'est-à-dire donner aux étudiants des devoirs à faire à la maison. Je pense que je vais plus le faire. J'ai commencé à corriger vos devoirs, j'ai pas tout corrigé et j'ai l'impression que il y a plus de ChatGPT que de votre travail personnel. Bon, j'attends la fin une fois que j'aurai corrigé tous vos devoirs, je vais peut-être probablement changer la façon de vous évaluer pour le contrôle continu. Donc, ça va être probablement un test sur place au lieu d'exercice à la maison. C'est pas encore confirmé. J'ai pas encore terminé de corriger. Mais si mon impression initiale reste la même à la fin de la correction de vos devoirs, il est clair que je vais changer ma façon de vous tester pour le contrôle continu. Et je ferme la parenthèse. Donc, tester, c'est exécuter le programme dans l'intention d'y trouver des anomalies. L'objectif du test, ce n'est pas de montrer que notre programme est correct. L'objectif des tests est de trouver les anomalies. Donc, je prends des jeux de tests qui peuvent me trouver des anomalies s'il y en a. Donc, le test est une technique de contrôle qualité consistant à s'assurer, au moyen de son exécution, que le comportement du programme est conforme aux données préétablies. Donc, beaucoup de vocabulaire lié au test, faute, erreur, bug, défaillance, test de robustesse, test de faute ou tolérance. On va pas tous les voir. Donc, on a le processus de test consistant en toutes les activités. Oui? Madame, هاد السمستر TP en ligne ou la présentielle? Présentiel. Ok, merci. Présentiel parce que vous avez une assistante de TP. Merci. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va commencer. Je vais la contacter parce que peut-être que vous allez commencer en ligne. Peut-être parce qu'elle a des problèmes de santé. Peut-être que vous allez commencer en ligne, mais vous avez une assistante, elle va venir vous faire le TP en site. Peut-être qu'elle pourra une séance ou deux en ligne. Le cours aussi, je l'ai fait exceptionnellement cette semaine en ligne parce que, c'est-à-dire le fait de me déplacer à l'université me faire perdre beaucoup de temps et je pourrais pas avancer comme je voudrais sur la correction de vos copies. J'ai pas encore terminé, c'est pour ça que je vous ai pas donné les notes. Je vous enverrai les notes dès que j'ai terminé. Il est possible que je ne termine pas d'ici le 6. Même si je termine pas, je corrigerai je continue. Enfin, on doit donner vos notes le 6. Donc, l'objectif est de terminer d'ici le 6. Je vais essayer de terminer d'ici le 6. Donc, je reviens à notre cours. Donc, le processus de test consiste à toutes les activités du cycle de vie statique et dynamique. On va voir qu'il y a deux types de tests, les tests statiques et dynamiques, on les expliquera après. Concernant la planification, l'évaluation des produits logiciels pour déterminer s'ils satisfont aux exigences. Donc, on va voir que d'abord, pour les tests, on va définir ce qu'on appelle une stratégie de test. Donc, c'est un document de haut niveau définissant pour un programme les tests à exécuter. Dans un projet de développement de logiciels, quand on va planifier le projet, donc on a dans la gestion de projet, déjà, développer un logiciel est un projet. Donc, on doit appliquer dessus les techniques de gestion de projet. Et parmi les aspects qui sont gérés dans la gestion de projet. Donc, on a plusieurs aspects dans la gestion de projet liés au développement de logiciels, la gestion du périmètre, la gestion du coût, des délais, des ressources. Il y a plusieurs aspects. Parmi ces aspects-là, il y a la gestion de la qualité ou le management de la qualité. Dans la qualité, on a deux aspects, l'assurance qualité et le contrôle qualité. Les tests rentrent dans le volet contrôle qualité qui est
un des axes liés à la gestion de projet. Pourquoi je parle de gestion de projet? Parce que développer un logiciel est un projet. Donc, quand on vous dit, par exemple, quand on a parlé du software engineering, on vous dit méthodologie, etc., pour satisfaire aux besoins du client en respectant les délais et les coûts. Un processus de développement, que ce soit, par exemple, les étapes, recueil des besoins, analyse, conception, ne parle pas des coûts, ne parle pas des délais. C'est la gestion de projet qui gère ces aspects-là. Donc, développer un logiciel, comme c'est un projet, il faut ajouter en plus aux compétences de développement logiciel telles que le recueil et les compétences liées à la conception, au codage, les profils liés au développement de logiciels tels qu'un business analyst, tel qu'un architecte, tel qu'un programmeur, un testeur. On a aussi des compétences liées à la gestion de projet et des profils liés à la gestion de projet tels qu'un chef de projet, un team lead, un chef d'équipe, etc. Donc, les aspects coûts, qualité et coûts, délais, qualité et autres sont pris en charge ou planifiés par la gestion de projet. Donc, dans la gestion de projet, j'ai dit qu'il y avait un axe qui s'appelle la gestion de la qualité. Dans la gestion de la qualité, il y a deux volets, l'assurance qualité, le contrôle qualité. Les tests rentrent dans le volet contrôle qualité. Contrôle qualité, tout comme le contrôle qualité qu'on a dans les usines, c'est-à-dire une fois qu'on a réalisé les produits, il y a un process qui s'appelle le contrôle qualité où on définit comment on va vérifier que les produits réalisés répondent aux attentes du client. Donc, première chose dans la planification du projet et la planification du management de la qualité, on va définir pour l'aspect contrôle qualité la stratégie de test. Donc, on vous dit, c'est un document de haut niveau qui va dire qu'est-ce qu'on va tester, comment on va le tester, quelles sont les techniques qu'on va tester, quels sont les outils qu'on va tester, etc. Objectif du test. Après, on définit quelque chose qui s'appelle, pour chaque test, on doit lui définir un objectif. Pourquoi on va tester? On a un terme aussi qui s'appelle le scénario de test. Donc, c'est un document spécifiant la séquence d'action pour l'exécution d'un cas de test. C'est-à-dire que lorsque je teste, on va voir qu'il y a plusieurs types de tests. On a les tests unitaires. Les tests unitaires vous permettent de tester une fonction. C'est-à-dire function ou procédure ou méthode. Ou ils peuvent vous permettre de tester des classes si je fais de la programmation orientée objet. Après, un client n'a pas accès au code source pour tester. Un client va tester par exemple une fonctionnalité avec qui peut avoir par exemple des étapes. Je fais ceci, ensuite je fais cela, ensuite je fais cela, etc. Et je teste que à la fin, j'ai le bon résultat attendu. Donc, un scénario de test, il vous dit la séquence d'action. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Si on devait, par exemple, traiter une demande de congé. Donc, dans une entreprise, on voudrait automatiser, par exemple, dans l'aspect gestion des ressources humaines, on voudrait automatiser le traitement d'une demande de congé. Donc, on va vous dire, l'employé va aller sur l'application, générer une demande de congé, il va mettre les raisons, il va mettre la date début, date fin. Ensuite, cette demande, elle va remonter à son chef de service qui va l'étudier et la valider ou pas. S'il la valide, elle doit remonter au chef de département. Même chose, il va l'étudier, il peut la valider ou pas. S'il la valide, elle remonte par exemple au service des ressources humaines, département, je ne sais pas quoi. Et une fois qu'elle est validée par cette personne, on peut dire que la demande de congé a été validée. Donc, ça, c'est un scénario d'exécution pour tester le logiciel. Donc, pour qu'on puisse le tester, on doit effectuer toutes ces étapes-là. Le client, lui aussi, quand il va faire les tests, il va réunir, par exemple, des gens, des futurs utilisateurs du système qui auront chacun un profil. Par exemple, un qui aura le profil chef de service,
qui aura le préfet, le chef de département, le directeur, etc. Et ensuite, ils vont tester, c'est-à-dire ils vont simuler à partir en appliquant, en ayant sous la main ce document qui contient les scénarios de test, ils vont simuler l'exécution d'un cas réel et voir est-ce que ça marche dans tous les cas. Si par exemple le chef de service rejette, est-ce que ça fonctionne correctement? S'il valide, est-ce que ça fonctionne correctement? Ensuite, on va passer au chef de département. S'il valide, est-ce que ça fonctionne correctement? S'il rejette. Donc tout ça, on appelle ça des scénarios de test qui sont établis, qu'on doit définir pour s'assurer que toutes les exécutions ou toutes les configurations possibles pour notre logiciel ont été prises en charge. On a donc le test, un ensemble, un ou plusieurs cas de test. Un cas de test, c'est un ensemble de valeurs montrées, de préconditions d'exécution, de résultats attendus, de post-conditions développées pour un objectif particulier, tel que exécuter un chemin donné. Donc, par exemple, si l'objectif de mon test, c'est de vérifier que le traitement d'une demande de congé a été correctement implémenté. Donc, on va définir un test qui est vérifier la création, par exemple, vérifier le traitement d'une demande de congé. Donc, l'objectif de ce test, ça va être s'assurer que le traitement d'une demande de congé se fait correctement. Donc, on a besoin des scénarios de test et à partir des scénarios, on doit définir tous les cas de test possibles, c'est-à-dire et on va les lister et ensuite les exécuter. Alors, qu'est-ce qu'on teste? On teste d'abord la fonctionnalité. Est-ce que la fonctionnalité a été implémentée telle que demandée par le client? On teste la sécurité ou l'intégrité des données. Est-ce qu'il peut y avoir une incohérence dans nos données? On teste l'utilisabilité, la facilité d'utilisation de notre application. On va tester la cohérence, c'est-à-dire on va s'assurer que les interfaces telles qu'implémentées sont cohérentes entre elles. On peut tester la maintenabilité, c'est-à-dire, bon, la maintenabilité, c'est des tests, alors, ce ne sont pas des tests qu'on peut faire en exécutant le programme. C'est des tests liés au code, c'est-à-dire au code source, à la conception. On va vérifier, par exemple, on va tester si les principes solides sont respectés. On a des métriques, rappelez-vous, on avait vu dans GL2 qu'il y avait, on a des métriques de conception, des métriques de développement, des métriques de test qui nous permettent de mesurer la maintenabilité. Je rappelle que, par exemple, la maintenabilité, on avait vu que c'était un facteur de qualité défini par McCall. Donc, ça suppose qu'il y a des critères de qualité associés et des métriques prédéfinies qu'il faudra mesurer ou recueillir les métriques pour pouvoir mesurer, par exemple, la maintenabilité. L'efficacité. En réalité, c'est pas l'efficacité, c'est l'efficience, dans le sens où on mesure est-ce que les ressources utilisées sont optimisées. La robustesse. La robustesse, c'est-à-dire que est-ce que mon logiciel continue à fonctionner même si il n'est pas correctement utilisé. Généralement, les aspects de robustesse sont pris en charge par la gestion des exceptions. Je m'explique. Imaginons qu'on vous dise, alors, pour la fonction, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, on vous a dit, j'ai une fonction, je lui donne 3 entiers et elle me sort en sortie est-ce que le triangle est isocèle, équilatéral, etc. Donc, imaginons que j'injecte une chaîne de caractères qui n'est pas un entier. Tout de suite, votre application va se planter. Parce que vous allez saisir une chaîne de caractères, le système va essayer de convertir cette chaîne de caractères en entier et il y aura une exception qui va être déclenchée. Et l'exception, si elle n'est pas correctement prise en charge, qu'est-ce qui va se passer? L'application se plante. Donc, pour éviter que l'application se plante, vous êtes obligé d'aller au gestionnaire des tâches pour terminer l'application parce que vous ne pouvez plus
interagir avec l'application à ses volontés. Comment on évite ça? Avec la gestion des exceptions. La gestion des exceptions nous permet de la continuité de service, c'est-à-dire nous permet de nous assurer que l'application continue à fonctionner correctement, même si il y a eu une erreur d'utilisation par l'utilisateur. Donc, les tests de robustesse nous permettent de nous assurer que notre application continue de fonctionner malgré une mauvaise utilisation de l'utilisateur. Et donc, ça nous permet de nous assurer que notre gestion des exceptions a été correctement implémentée. La sûreté de fonctionnement nous permet de nous assurer que notre logiciel fait le traitement qui doit correctement le traitement qu'il doit faire, et ça c'est lié à la fiabilité. Maintenant, donc déjà vous voyez bien que on ne teste pas seulement les fonctionnalités, c'est-à-dire il n'y a pas que les besoins fonctionnels qu'on va prendre en charge. On a des besoins fonctionnels et des besoins non fonctionnels qui doivent être testés. Après, comment? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on doit tester. Deuxièmement, comment on peut tester? Il y a deux types de tests. Les tests structurels, appelés aussi boîte blanche, et les tests fonctionnels, appelés boîte noire. C'est quoi un test structurel? C'est un test où j'ai accès au code source. C'est pour ça qu'on l'appelle boîte blanche. Parce que le code source, je peux le voir. Je l'ai pour tester. C'est-à-dire, j'utilise le code source pour définir mes jeux de test. J'utilise le code source pour tester mon application. Par contre, les tests fonctionnels, on les appelle boîte noire parce que on a accès seulement à l'exécutable. On n'a pas accès au code source. Donc, pour les tests fonctionnels, on vous dit, on exécute le programme avec des valeurs en entrée et on observe le comportement. Après, on a des techniques on va voir dans le chapitre test fonctionnel, des techniques qui vont nous permettre de choisir dans l'ensemble de données de test infinies des jeux de test pertinents qui pourront nous aider à trouver des défauts. Pour les tests structurels aussi, alors dans les tests, les tests fonctionnels, la seule façon de faire des tests fonctionnels, c'est d'identifier des données en entrée, exécuter le programme avec ces données en entrée, comparer le résultat obtenu par rapport au résultat prévu. Ce qu'on appelle les tests, c'est des tests dynamiques. Dynamique, ça veut dire je dois exécuter le programme. Dans les tests structurels, ou boîte blanche où on a accès au code source, les tests peuvent être dynamiques ou statiques. Dynamique, ça veut dire je vais identifier des données de test, je vais exécuter le programme avec ces données de test et je vais vérifier le résultat obtenu par rapport au résultat prévu pour dire qu'il y a défaut. Donc ça, c'est un test dynamique. Un test dynamique, c'est le fait d'identifier des données de test, exécuter le programme, ensuite comparer les résultats obtenus par rapport aux résultats prévus. Dans les tests fonctionnels, il ne peut pas être statique, donc puisqu'on n'a pas accès au code source. Donc, c'est la seule façon de faire des tests fonctionnels. C'est en définition des données de test, exécuter le programme, comparer le résultat obtenu par rapport au résultat prévu. Par contre, dans les tests structurels, dans les tests fonctionnels, comment on identifie les données de test? En analysant la spécification, c'est-à-dire en analysant les besoins, la spécification des besoins qu'on a réalisés. À partir de la spécification, on peut définir des données de test. Pour les tests structurels, donc puisqu'on a accès au code source, si on veut faire des tests dynamiques, c'est-à-dire identifier des données de test, exécuter le programme avec ces données de test et comparer le résultat prévu avec les résultats obtenus, on va définir les jeux de test en analysant le code source.
Donc, pour les tests fonctionnels, je définis les jeux de tests en analysant la spécification, parce que je n'ai pas accès au code source. Pour les tests structurels ou boîte blanche, les tests dynamiques sont, pour exécuter des tests dynamiques, je dois étudier le code source pour définir des données de test. Ensuite, j'exécute le programme en utilisant ces données de test. Ça, c'est pour les tests structurels ou boîte blanche dynamique. Pour les tests structurels, donc boîte blanche statique, statique veut dire que j'exécute pas le programme. Comment je vais identifier les erreurs? On va lire le code. La technique de revue ou de relecture du code. Donc, je vais prendre le code source, je vais le lire et essayer d'exécuter le programme mentalement pour trouver les erreurs qu'il peut y avoir dans mon code source. Analyse automatique, donc par exemple la compilation. La compilation, quand vous écrivez un code source, quand vous faites la compilation, c'est un programme, c'est une analyse automatique qui vous permet d'identifier les erreurs lexicales, syntaxiques, sémantiques qui ont été injectées dans le code source. D'accord? Donc, j'ai deux types de tests. Les tests structurels ou boîte blanche, c'est les tests où on a accès au code source. C'est-à-dire, pour les tests fonctionnels ou boîte noire, on n'a pas accès au code source. Maintenant, les tests fonctionnels ne peuvent être que dynamiques. Dynamique veut dire j'exécute le programme. Donc, comment on va faire les tests fonctionnels? J'analyse la spécification, je trouve des données de test, j'exécute le programme, je compare les résultats obtenus aux résultats prévus. Dans les tests structurels, j'ai deux types, les tests dynamiques et statiques. Dynamique veut dire j'exécute le programme. Maintenant, comment j'identifie les données de test? En analysant le code source, puisqu'ici, j'ai le code source, j'analyse le code source, je définis un ensemble de données de test, j'exécute le programme avec les données de test, je compare le résultat obtenu avec les résultats prévus. Pour les tests structurels statiques, statique veut dire je n'exécute pas mon programme, en tous les cas pas sur l'ordinateur, je l'exécute mentalement. Comment? En relisant le code source. Je prends le code source, on appelle ça une revue de code, ou une relecture de code. Je prends le code source, je le lis et j'essaie de trouver les défauts injectés dans ce code source. Alors, question, est-ce que j'applique des tests fonctionnels ou des tests structurels? Ou les deux? Puisque j'ai deux stratégies pour les tests structurels et les tests fonctionnels, lesquels appliquer? Est-ce que j'applique des tests fonctionnels? Est-ce que j'applique des tests structurels seulement ou les deux? Et on vous dit, alors regardez l'exemple suivant. Alors déjà, on vous dit, elles sont utilisées de façon complémentaire, c'est-à-dire qu'on utilise les deux. Après, c'est à nous, dans la stratégie de test, on va définir pour notre projet qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour les tests structurels, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour les tests fonctionnels et combien de techniques, parce qu'il n'y a pas une, il y a plusieurs, qu'on va utiliser pour les structurels, pour les fonctionnels. Alors, regardez pourquoi on vous dit c'est complémentaire. Soit le programme suivant censé calculer la somme de deux entiers. On a integer, if x égale 600, un y égale 500, then sum reçoit x moins y, L sum reçoit x plus y. Si je n'ai pas accès au code source, donc j'ai l'exécutable seulement, ce qu'on appelle les tests fonctionnels, quelles sont les valeurs que je pourrais donner à ce programme pour vérifier que ça marche? Bon, disons que je donne une valeur, deux valeurs positives, 1, 2, ça marche. Je donne deux valeurs négatives, moins 3, moins 5, ça marche. Je donne une valeur négative et une valeur positive, ça marche. Je donne une valeur nulle et une valeur positive, ça marche. Je donne une valeur... Donc, j'essaie tous les cas possibles et je vois que ça marche. Je me dis, mon programme fonctionne, quelle est la probabilité? Mais en réalité, si je choisis x égale 600 et y égale 500, je vais trouver un défaut. Vous allez me dire pourquoi quelqu'un écrirait ce programme. Je ne sais pas, mais ça peut arriver. Donc, et la probabilité que je choisisse x égale 600 et y égale 500,
je pense qu'elle est très, 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 très faible. Donc, si je me contente des tests fonctionnels, je n'aurai jamais détecté cette erreur. Par contre, en lisant comme ça le code source, je trouve que cette instruction, il y a une erreur dans mon code source. Donc, on vous dit, une approche fonctionnelle détectera difficilement le défaut, alors qu'une approche par analyse de code pourra produire la donnée de test x égale 600, y égale 500. Je rappelle que l'objectif de tester, c'est de proposer des données de test qui vont trouver des défauts et non pas des données de test qui vont prouver que le programme fonctionne. Donc, en examinant ce qui a été réalisé, alors, les approches structurelles détectent plus facilement les erreurs commises. Les approches fonctionnelles détectent plus facilement les erreurs d'omission ou de spécification. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit que les tests avaient deux objectifs. D'abord, s'assurer qu'on a répondu à tous les besoins du client et c'est-à-dire qu'on a traité tous les besoins du client et on les avait traités correctement. Les tests fonctionnels nous aident à prouver ça. Par contre, les tests fonctionnels ne nous aident pas à trouver les erreurs de programmation exceptionnelles. Et là, on a besoin des tests structurels. Donc, je rappelle que j'avais dit les tests ont deux objectifs. D'abord, montrer qu'on a pris en charge tous les besoins fonctionnels et correctement. Deuxièmement, trouver les défauts, c'est-à-dire les erreurs commises, les erreurs commises. Donc, les tests fonctionnels répondent au premier objectif, c'était de s'assurer que tous les besoins fonctionnels, tous les besoins ont été pris en charge et correctement pris en charge. C'est-à-dire que, en gros, le fonctionnement général, les tests fonctionnels m'aident à prouver que ça marche. Mais trouver les erreurs commises telles que cette erreur, c'est les tests fonctionnels qui m'aideront à les trouver. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux tests, des tests fonctionnels et des tests structurels. Alors, les difficultés liées au test, c'est que le test exhaustif en général est impossible à réaliser parce qu'on a vu tout à l'heure que les cas de test sont infinis. En test fonctionnel, l'ensemble des données est en général infini ou de très grande taille. Exemple, un logiciel avec 5 entrées analogiques sur 8 bits admet 240 valeurs différentes en entrée. Alors, imaginez 5 entrées avec des valeurs infinies. Donc, le nombre de jeux de test, il est infini. En test structurel, le parcours du graphe, après on verra ce que c'est que le graphe de flow de contrôle, conduit à une forte explosion combinatoire. Donc, le test est une méthode de vérification partielle, pas de validation, de vérification parce que partielle, pourquoi partielle? Parce que puisque je ne peux pas exécuter tous les cas de test possibles, je n'exécuterai qu'un nombre restreint de tests, donc je ne peux pas dire à la fin de test qu'il y a 0 bug. Je certifie à 100% qu'il n'y a pas de bug dans mon logiciel. On ne va tester qu'un sous-ensemble de cas de test par rapport à l'infini de cas de test qui existent. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une technique de méthode de vérification partielle. Donc, la qualité du test dépend de la pertinence du choix des données de test. C'est-à-dire que je reviens à cet exercice. Si je choisis une donnée de test qui est 600-500, je trouve le bug. Toutes les autres valeurs ne me permettront pas de trouver le bug. Donc, la qualité du jeu de test dépendra de la valeur des données de test choisies. Il y a une difficulté d'ordre psychologique ou culturel parce que l'objectif, on vous dit, le test est un processus destructif. Un bon test est un test qui trouve une erreur, alors que l'activité de programmation est un processus constructif. C'est-à-dire que l'objectif du test, c'est de trouver une erreur. Ce n'est pas de montrer que le programme fonctionne correctement. C'est-à-dire que si je viens tester, c'est pour détruire le code source qui a été réalisé. Donc ça, déjà, c'est, on va dire psychologiquement,
c'est contre-intuitif. Donc, on vous dit l'activité de test, les erreurs peuvent être dues à des incompréhensions de spécification ou de mauvais choix d'implémentation. Donc, le test, il n'est pas seulement... Je ne sais pas si j'ai gardé... non, j'ai pas je vais vous ajouter un slide à ce cours pour vous montrer... Je vais juste vous montrer un slide qui n'est pas lié au cours. De ce qu'on a, je vais repartager. Mais juste pour que vous ayez une idée. Non, c'est pas ici. Normalement, c'est là. C'est un slide du cours que je fais en Master 2. Je vais vous partager l'écran. Regardez ce slide. Est-ce que le slide s'affiche chez vous? Regardez. Les défauts injectés lors du processus de développement. Le taux de défaut, c'est une étude qui a été faite en 2007. Alors, si je reprends les étapes du cycle de vie d'un logiciel, on a la gestion des exigences, c'est-à-dire le recueil des besoins, la spécification, certains appellent spécification, certains l'appellent analyse, la conception architecturale, la conception détaillée, le codage, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests système et le support. Regardez où est-ce qu'on injecte le plus de défauts. Dans la phase de près de 50% des défauts sont injectés lors de la spécification des besoins, soit parce que le client n'a pas su exprimer correctement son besoin, soit parce qu'on a mal compris les besoins du client. Ensuite, vous avez ici 50, il y a à peu près 20. 70% des défauts sont injectés avant même qu'on commence le codage. On a tendance à croire que écrire du code source, c'est-à-dire que les erreurs, elles sont injectées dans le code source et qu'on doit tester le code source seulement. On vous dit, un peu plus de 10% seulement sont injectés lors de la programmation. Et plus de 70% sont injectés avant qu'on commence le codage. On verra par la suite que les tests ne s'appliquent pas seulement sur le code source. Il est vrai que le gros du module, pour le gros du module, on va s'intéresser aux tests sur le code source. Mais en réalité, le gros des défauts, on le retrouve, il n'est pas injecté dans le code source. D'ailleurs, c'est pour ça que on va revenir après lorsqu'on va voir les tests structurels, on va voir deux types de tests, les tests statiques et dynamiques. On va voir que les tests statiques ne s'appliquent pas seulement sur le code source, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'exécution, mais sur tous les livrables du projet, que ce soit le document de recueil des besoins, que ce soit le document de conception, d'analyse ou de spécification de besoins, que ce soit le document de conception, que ce soit le code, que ce soit les scénarios de test, le document de scénario de test, que ce soit le manuel d'utilisation. Donc, toute cette documentation doit être testée de façon statique parce que on avait dit en commençant le chapitre que le logiciel, c'est pas seulement du code source, c'est tous les livrables qui sont liés au projet qui doit être vérifié, sur lesquels on doit appliquer des tests. Alors, généralement, pour le code source, ça peut être des tests dynamiques ou statiques, mais pour les autres livrables, ça va être
généralement des tests statiques. Alors, les principes. Alors, les principes, je continue. Donc, on a les principes liés au test d'indépendance. Un programmeur ne doit pas tester ses propres programmes. Sinon, on se retrouve avec l'Aab Hamida ou Racham Hamida. C'est-à-dire il faut éviter. C'est vrai que souvent, par manque de ressources, par manque de temps, or, la personne qui a écrit le programme, il faut un regard neuf sur votre code source. Donc, il faut éviter d'avoir le programmeur qui a fait un programme, lui-même tester son programme parce que il va pas voir ses erreurs. La paranoïa, ne pas faire les tests en pensant qu'aucune erreur ne sera trouvée. Il faut toujours faire les tests en se disant il y a certainement un ou plusieurs défauts que je dois identifier. Donc, l'objectif, c'est de proposer des jeux de tests pour trouver le défaut et non pas vérifier que le programme fonctionne. Alors, il faut chercher à connaître les résultats avant l'exécution. Je ne peux pas tester. Ça ne sert à rien de faire des tests dynamiques si je ne connais pas le résultat prévu. Parce que le test dynamique, dire qu'un test dynamique a échoué ou réussi, on appelle ça l'oracle, je le définis en comparant le résultat obtenu en exécutant le programme par rapport au résultat prévu. Il faut vérifier attentivement les résultats de chaque test ainsi que leur pertinence. C'est-à-dire, il suffit, quand j'exécute un test, je dois le vérifier et vérifier le test, vérifier aussi la pertinence du test qu'on a effectué. Est-ce que ce test pourra, est-ce que réellement ce test pourra nous aider à identifier des défauts? C'est ce que j'appelle la pertinence. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de choisir des jeux de test qui, par exemple, nous donneront la même exécution. Ça ne sert à rien de choisir des jeux de test qui vont nous conforter dans l'idée qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je m'assure que les tests choisis sont pertinents. La robustesse, il faut aussi bien tester avec des programmes, il faut tester avec des valeurs valides que des valeurs invalides. Quand je teste un programme, je ne donne pas, par exemple, on vous dit le programme accepte des entiers. Et si je donnais des chaînes de caractères autres qu'un entier, est-ce que mon programme continue à fonctionner? Le fonctionnement correct d'un programme qui, lorsque je lui donne une chaîne de caractères qui n'est pas un entier, c'est un message d'erreur pris en charge par la gestion des exceptions qui doit vous dire « ce champ est un entier, veuillez saisir un entier ». Là, votre programme, donc je dois faire des tests aussi bien avec des valeurs valides que des valeurs invalides parce que on part du principe que l'utilisateur final peut injecter des données invalides par erreur, ou par manque de formation, ou par incompétence, peu importe. Vérifier, alors là, le sixième principe, vérifier que ce que fait le programme lorsqu'il n'est pas censé... vérifier ce que fait le programme lorsqu'il n'est pas censé le faire. En fait, c'est s'assurer que on a identifié tous les cas possibles. Tous les cas possibles, bien sûr, selon la technique choisie, pour s'assurer qu'on a pris en charge toutes les exécutions possibles d'un programme. Alors, deux termes liés au test sont la validation et la vérification. C'est quoi la différence entre la vérification et la validation? On commence par la vérification. S'assurer qu'on a bien réalisé le logiciel. Vérifier qu'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a pas de bug. La vérification, elle est faite en interne. C'est-à-dire, on a développé un logiciel. Avant de le déployer chez le client, on va faire les tests. Les tests qu'on va faire chez nous, avant de déployer la solution chez le client, on appelle ça les tests de vérification. La validation, donc, c'est s'assurer qu'on a réalisé le bon logiciel pour nos clients. S'assurer qu'ils respectent le cahier de charge. Donc, ça, c'est les tests qui sont faits par le client. Lorsque je vais déployer la solution chez le client, que lui va commencer à faire des tests pour vérifier
que ce qu'on lui a déployé répond à son cahier de charge, répond à tous ses besoins. Donc, on appellera ça la validation. Maintenant, on utilise le terme recette aussi. Donc, souvent, chez le client, on parle de recette. En français, on utilise recette. Donc, la recette pour les tests de validation. En anglais, on utilise le terme, on trouve le terme UAT, les acronymes UAT. User Acceptance Test. Les tests d'acceptation. Donc, certains les appellent tests d'acceptation. On les appelle tests de validation. On les appelle aussi recettes. Donc, toute cette terminologie parle des tests que le client va effectuer sur son environnement, de la solution bien sûr qu'on a développée, sur son environnement pour s'assurer que on a réalisé le bon logiciel, on a répondu à son cahier de charge et à ce moment-là, il validera la recette. Lorsqu'il validera la recette, il acceptera de vous payer. Les tests qu'on fait chez nous, une fois qu'on a développé la solution, on les appelle vérification. Alors, si vous vous rappelez, on est passé, quand vous avez vu les cycles de vie, quand vous avez vu les cycles de vie en GL1, vous aviez commencé avec le cycle de vie en cascade, où les étapes se suivent, analyse, conception, réalisation, intégration, en fait pas intégration, hein, c'est test d'intégration, et ensuite la validation. Donc les étapes du cycle de vie, on avait trouvé des problèmes liés aux cascades. Le premier problème lié aux cascades qu'on a identifié, c'était que les jeux... Alors, regardez. On a dans l'analyse l'expression des besoins, l'analyse détaillée. Alors, certains, encore une fois, l'appellent analyse, d'autres l'appellent spécification. Ensuite, on a l'étude technique, parce que je rappelle que c'est lors de la conception qu'on va intégrer les besoins non fonctionnels, la conception architecturale préliminaire, ensuite la conception détaillée. Donc ensuite, dans la réalisation, on a le codage et les tests unitaires. On va voir après ce que c'est que les tests unitaires. Ensuite, on a les tests d'intégration. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les tests système. Maintenant, on s'est rendu compte que on faisait l'expression des besoins, etc. Les tests, on commençait à les écrire après le codage. Et les tests que le développeur écrivait n'étaient pas pertinents. Parce que il ne maîtrise pas, il n'a pas le développeur ou le testeur qui va écrire les codes sources, la personne qui va écrire les jeux de test ou les scénarios de test, etc., ne maîtrise pas, n'a pas une vision du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi ne pas donner aux personnes qui maîtrisent une étape, à eux de définir les scénarios de tests à exécuter. Donc, on a demandé aux business analysts d'écrire les tests système, c'est-à-dire les tests où, une fois la solution développée, comment tester la solution une fois qu'elle a été complètement développée. On a demandé aux architectes qui ont fait la conception architecturale de définir les tests d'intégration parce que l'architecture, c'est justement découper ou décomposer le logiciel en modules ou en package ou en composants. Ça dépendra après des langages de modélisation utilisés. Donc, eux maîtrisent le mieux les dépendances entre ces modules pour définir les jeux de test adéquats. Et les gens qui vont faire la conception détaillée, eux maîtrisent mieux le fonctionnement des méthodes ou des classes et sont les plus à même de définir les jeux de test unitaires. Donc, qu'est-ce qui a changé de cascade à en V? Le processus est toujours en séquentiel, on n'a pas changé ça, mais la définition des jeux de test,
c'est le moment où les jeux de test sont définis, pas exécutés, définis, à changer. Donc, lors de l'analyse des besoins, en plus de faire l'expression des besoins et l'analyse détaillée, on va rédiger les tests système. Lors de la conception architecturale, donc en plus de l'étude technique préalable et de la conception architecturale, on va rédiger les tests d'intégration. Et lors de la conception détaillée ou le codage, on va rédiger les tests unitaires. Mais ensuite, arrivé au codage, on termine le codage, on va exécuter les tests unitaires. J'expliquerai après, j'aurais dû commencer par ça. Ensuite, j'exécute les tests unitaires qui ont été réalisés ou écrits lors du codage ou de la conception détaillée. Ensuite, on va exécuter les tests d'intégration qui ont été réalisés lors de la conception architecturale. Ensuite, on va exécuter les tests système qui ont été définis lors de l'analyse. Donc, ce qui change entre le modèle, du modèle en cascade dans le modèle en V, c'est le même process, c'est les mêmes étapes. Les seules étapes qui ont changé, bon, je crois que c'est l'heure. Est-ce que je peux prendre 5 ou 10 minutes pour terminer le chapitre? Parce qu'il ne reste pas grand-chose. Donc, ce qui a changé, c'est le fait que écrire les jeux de test, pas les exécuter. Écrire les jeux de test se fait avant la fin du codage. Donc, ce qui fait que ici, donc lors de la définition des besoins, on va écrire les jeux de test. Lors de la conception architecturale, on va écrire les tests d'intégration. Lors de la conception détaillée, on va écrire les tests unitaires, mais le reste des étapes ne change pas. C'est-à-dire que on a l'analyse et le recueil et l'analyse des besoins, la conception architecturale, conception détaillée, le codage, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests système pour livrer le programme chez le client. D'accord? Donc, le principal changement entre le modèle en cascade et le modèle en V, c'est le moment où on va définir les jeux de test. L'exécution, on peut pas exécuter, par exemple, les tests d'intégration avant les tests unitaires. Mais l'écriture de ces tests qu'on va exécuter, on les définit avant. Alors, c'est quoi un test unitaire? Donc, validation d'un module indépendamment des autres. Valider intensivement les fonctions unitaires. Les tests unitaires, lorsque c'est un programme, lorsqu'on est dans un langage fonctionnel ou procédural, l'unité, c'est la fonction. Donc, on va faire des tests unitaires sur chaque fonction. Lorsqu'on fait dans un contexte orienté objet, l'unité de test est la classe. Après, on a les tests d'intégration. Les tests d'intégration, alors je reviens un peu à GL2, j'en ai un peu parlé quand on avait fait le découpage en catégories. Quand je vous ai dit, d'après vous, pourquoi on fait le découpage en catégories, on a découpé le logiciel en package ou en modules et on a défini les dépendances entre ces modules. Donc l'utilisation, c'est-à-dire on a défini pour chaque module, les modules dont il aura besoin pour s'exécuter correctement. Donc, on doit alors, les tests d'intégration nous permettent de nous assurer que les modules sont correctement intégrés entre eux et chaque module a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir s'exécuter correctement. Donc, si vous vous rappelez, donc, je vous ai dit, évitez d'avoir des cycles parce que généralement, bon, là, c'est pas, les dépendances, elles sont orientées, hein, c'est-à-dire on devrait avoir quelque chose qui ressemble à un arbre pour faire nos tests d'intégration. Donc, on commence par les modules qui ne dépendent d'aucun module et ensuite, et on remonte l'arbre jusqu'à ce que on ait pu effectuer tous les tests d'intégration. Donc, on vous dit, le cas simple, il n'y a pas de cycle dans les dépendances entre les modules. Les dépendances forment un arbre et on peut intégrer simplement de bas en haut. C'est-à-dire que l'intégration, elle va se faire jusqu'à arriver ici. Dans le cas où on a des dépendances cycliques, c'est-à-dire s'il y a des cycles dans les dépendances entre les modules, on vous dit c'est très fréquent dans les systèmes objets, c'est-à-dire dans la conception orientée objet.
Alors, ici, on va définir des heuristiques pour trouver un ordre d'intégration. C'est-à-dire, on va définir des règles de base ou des hypothèses de départ qui nous permettront d'éliminer les cycles pour pouvoir lancer les tests d'intégration. Les tests système, c'est quoi un test système? C'est un test où, d'abord, c'est un test fonctionnel, c'est-à-dire on va valider la globalité du système. Je prends l'exécutable de la solution et je teste à partir de l'interface, je clique sur un bouton et je suis toutes les étapes et je m'assure que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement. D'ailleurs, c'est les mêmes tests que le client va exécuter parce que chez le client, il n'aura pas accès au code source. On lui donne, on déploie la solution, il a accès à l'interface, il va faire les tests, la recette chez lui. Donc, si vous voulez, les tests système, c'est une sorte de recette qu'on va faire chez nous. Donc, les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests système, les tests unitaires, les tests d'intégration, tout ça rentre dans le cadre de la vérification. C'est-à-dire qu'on s'assure à notre niveau que le logiciel ne contient pas de défauts avant de le livrer chez le client. Ensuite, le client va refaire des tests système, donc on appellera la recette chez lui sur l'environnement pour qu'il puisse lui-même s'assurer que le logiciel ne contient pas de défauts. Bien sûr, s'il identifie des défauts, il va nous les signaler, on doit les corriger, on doit identifier, c'est-à-dire savoir où le défaut dans notre code source est survenu, pourquoi, et pour corriger ensuite le code source et éliminer. Maintenant, puisqu'on doit corriger un code source, ça veut dire qu'on doit toucher au code source. Et vous l'avez vu en GL1, quand on touche un code source, il y a une probabilité d'injecter des défauts dans ce code source. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui s'appelle les tests de non-régression. Consiste à vérifier que des modifications apportées au logiciel n'ont pas introduit de nouvelles erreurs. C'est-à-dire on vérifie que ce qui marchait marche encore. J'ai fait des tests, j'ai pris une fonctionnalité, on l'a testée, on a trouvé des défauts, on les a corrigés. Et ensuite, on s'est assuré que cette fonctionnalité ne contient plus de défauts. Pour une raison ou une autre, je touche le code source de cette fonctionnalité, ce qui risque d'introduire, donc je dois retester pour m'assurer que ce qui fonctionnait déjà fonctionne toujours. On appelle ça les tests de non-régression. Très souvent appliqués dans la phase de maintenance parce que, ou après correction d'une faute. C'est-à-dire, soit j'ai touché un code source que j'ai stabilisé, soit je l'ai touché lors de la maintenance, c'est-à-dire que c'est bon, la solution est déployée chez le client et il me demande une demande de changement. Donc, je modifie le code source, soit parce que j'ai détecté un défaut, que ce soit chez le client lors de la recette ou que ce soit lors de l'exploitation de la solution, c'est-à-dire que lorsque le client utilise la solution. Donc, en résumé, pour les tests, qu'est-ce que je teste? Alors, j'ai une remarque. Madame, la phase de test dure combien de temps? Ça dépend de votre budget. Ça dépend de la taille du projet. Ça dépend de la complexité du projet. Ça dépend de l'argent que vous avez. Ça dépend des contraintes de délai. Il n'y a pas une durée prédéfinie. Ça dépend des choix des tests que vous avez choisis, de la quantité. Ça dépend de la criticité du logiciel. On ne va pas passer autant de temps, par exemple, sur un logiciel, une imprimante, que sur... ça, c'est l'exemple. J'ai pris l'imprimante et le défibrillateur, parce que c'est l'exemple qu'on a en module en assurance qualité logicielle en M2IL. Par exemple, les logiciels critiques, un logiciel pour gérer une centrale nucléaire. On mettra beaucoup plus, le client acceptera de mettre beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire tout l'argent qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. Parce que sinon, les pertes humaines et les pertes financières induites par une erreur de programmation, elles sont énormes. Donc,
en réalité, le coût des tests dépendra de l'impact des défauts sur le logiciel, sur les utilisateurs. Plus l'impact d'une erreur logicielle est important, plus le coût du test sera important, plus le client acceptera de payer le coût des tests qui est important. Moins l'impact des défauts est important, moins le coût des tests est important. C'est aussi simple que ça, en réalité. C'est-à-dire que si le coût de correction, le coût d'impact d'un défaut n'est pas important, le coût des tests, la durée, on parle de coût, hein, la durée, elle est équivalente au coût. C'est-à-dire même quand on parle de durée dans le développement de logiciels, la durée, elle est exprimée en argent parce que l'effort correspond à un certain coût. Donc, ça dépendra de la taille du projet, ça dépendra de la criticité du projet, ça dépendra des contraintes que le client a sur les délais du projet. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner comme ça une réponse directe. En tous les cas, sachez que, pour résumer, qu'est-ce que je dois tester pour un logiciel? L'aspect fonctionnel, robustesse, performance, ergonomie, sûreté et sécurité. Comment je dois tester? Ça peut être boîte blanche, j'ai accès au code source, ou boîte noire, je n'ai pas accès au code source. Et les niveaux de détail, donc on a les tests unitaires. Test module, c'est-à-dire je prends un module, parce que les tests unitaires ont des fonctions pour la programmation fonctionnelle et classes pour la programmation. Donc quand je dis module, c'est-à-dire toutes les fonctions ou toutes les classes d'un même module. Après les tests d'intégration pour tester les dépendances entre les modules et les tests système pour tester la solution dans sa globalité en utilisant l'interface de la solution. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait dit les tests fonctionnels, les tests système ne peuvent être que fonctionnels, parce qu'on n'a pas accès au code source, on veut travailler directement avec l'interface. Les tests unitaires et d'intégration, beaucoup de structurel et du fonctionnel aussi. Donc, ceci termine notre chapitre introduction au test. La semaine prochaine, donc lundi prochain, sur site, on va commencer les tests structurels, le premier chapitre. On va commencer les tests structurels. On va essayer d'avancer pour pouvoir au moins lancer le TD la semaine, je ne sais pas ce que la même semaine ou la semaine d'après, on verra. Pour le test de TP, pour le TP, je vais voir avec l'assistante pour qu'elle commence la semaine prochaine, pardon. Je vais lui donner le mail du délégué. Elle va la contacter. Il est possible que là où les premières semaines vont se faire online pour des raisons de santé, mais après, ça va être en site. Donc, vous avez, contrairement au S1, ici, vous avez l'assistante. D'habitude, elle commence avec moi la première semaine. Et pour des raisons de santé, il est possible qu'elle commence en ligne. Donc, je vais la prévenir. Je vais lui donner le mail de la déléguée pour qu'elle puisse prendre contact avec elle et planifier le lancement des TP. Des questions sur ce qu'on vient de voir?